à l'instant à poser aux orateurs. Non, oui, madame, devant, juste au premier rang, là. Tiens, la dame, là. Là, d'abord. Non, il y avait une dame qui avait demandé avant. Moi, je suis très pour laisser parler les dames en premier, quand elles ont levé le doigt en premier. Voilà. Tiens, je peux vous donner celui-là, si vous voulez. S'il vous plaît. Merci, ça professeur. Vous aidera. J'ai deux petites questions concernant l'hyperfiltration chez le sujet âgé. À partir de... On ne vous entend pas, madame. Alors. Celui-là non plus ne marche pas. Non. C'est à propos de l'hyperfiltration sur le sujet, chez le sujet âgé. Normalement, ce qu'on sait, c'est l'hyperfiltration est déterminée à partir de 120 millilitres. Mais un sujet âgé qui a déjà une insuffisance rénale du vieillissement, il peut partir à 45. Est-ce qu'un DFG de 90 pourrait être défini comme une hyperfiltration chez le sujet âgé? Autre question, pourquoi quand on parle des inhibiteurs de SGLT2, on précise qu'il y a moins d'hospitalisation par insuffisance cardiaque et on ne dit pas moins d'insuffisance cardiaque? Pourquoi on précise ça? Alors, est-ce que déjà, Louis, est-ce que tu penses répondre à la première question? Personnellement, je n'ai pas vu beaucoup de personnes très âgées avec 90 millilitres minute. Mais peut-être que ça existe. Alors, Louis Monnier, qui a peut-être des choses... Les micros ne marchent pas, hein, là. Je ne sais pas comment ça se fait, mais les micros ne marchent pas. Ça y est? Non? Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a les... Louis, bah oui, écoute, c'est plus simple. Hein. Puis ça détend les jambes, ça fait du bien. Les jambes, oui, c'est bien. 90 millilitres par minute, effectivement, chez le sujet âgé, c'est pas très fréquent. Bon, si un sujet a 90 millilitres ou plus de 80 millilitres par minute à l'âge... quand il est âgé, il faut être content, voilà ce que je peux vous dire. Hein. Il n'y a rien à faire de particulier. Hein. On pourrait même dire d'ailleurs que vu le temps qu'il faut pour passer de l'hyperfiltration à la détérioration rénale, je pense qu'il n'a pas le temps. Non, je ne crois pas. Non, l'hyperfiltration, je crois, c'est uniquement valable chez le sujet jeune, de dépister ces hyperfiltrations. Comme je l'ai dit dans mon exposé, c'est pas facile, parce qu'avec la formule classique basée sur la créatinine, vous sous-estimez, dans les valeurs hautes, vous sous-estimez la filtration glomérulaire. Donc si vous voulez la voir, il faut faire malheureusement une scintigraphie dynamique, c'est-à-dire injecter du DTPA technétium en d'autres termes, étudier la décroissance de la radioactivité, parce que c'est un produit radioactif, et il faut avoir un service de médecine nucléaire à portée de main. C'est pas facile, voilà. Et on ne peut pas faire ça à tout le monde, hein, voilà. Alors la deuxième question, c'était pas d'ailleurs, c'était plutôt une question pour Lise, sachant que c'est pas sur le rein mais sur le cœur, l'insuffisance cardiaque. Alors les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, c'est un critère qui est évalué par les cardiologues dans les études. Donc c'est pour ça que on fait les infarctus non fatals, les AVC non fatals, la mortalité cardiaque. Parfois c'est l'angor, c'est les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est un critère qu'ils avaient décidé auparavant. Mais ce qui est important de dire dans les études avec les inhibiteurs du SGLT2, notamment les premières études, c'est que l'insuffisance cardiaque, c'était déclaratif à l'entrée dans les études, notamment dans AMPAREG. C'était déclaratif, votre patient a une insuffisance cardiaque, oui, non. Il n'y avait pas de fraction d'éjection. Et c'est dans les études d'après, quand on a regardé la fraction d'éjection préservée, ou dans la fraction d'éjection altérée, là, il y avait des échos, des BNP, des FEVG. Mais initialement, on estime qu'il y avait à peu près 10% d'insuffisants cardiaques dans les études, mais à la louche, quoi. En fait, c'était déclaratif. Ce n'était pas une insuffisance cardiaque avérée, attestée par une écho-cœur ou la mesure du BNP. Si je reprends la question de madame, si j'ai bien compris, hein,
Vous dites, mais ils sont moins hospitalisés, mais est-ce que ça veut vraiment dire qu'ils ont moins d'insuffisance cardiaque? C'est du bon sens. Tu comprends la question? Oui, alors, dans l'insuffisance, je ne suis pas cardiologue, mais dans l'insuffisance cardiaque, l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, c'est un mauvais événement qui va précipiter en fait l'aggravation de l'insuffisance cardiaque. Donc prévenir les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, c'est un enjeu très important pour les cardiologues parce que c'est un tournant évolutif à chaque fois qui altère le pronostic des patients. Donc c'est très pertinent en clinique de réduire les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. En fait, la question, c'est est-ce qu'on verrait des signes régressifs quelque part de l'insuffisance cardiaque? C'est un peu votre question, j'ai l'impression. Mais est-ce qu'on peut dire ça? Oui, sur la qualité de vie, il y a des questionnaires sur... alors, on déborde complètement du sujet sur le rein, mais ils ont évalué dans les études cardiaques, vraiment proprement cardiologiques, les symptômes de dyspnée, de qualité de vie, et c'est nettement amélioré sous inhibiteur des SGLT2. Et c'est pour ça que vraiment, c'est un médicament de première intention sur la première ligne de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Et pour la préserver, il y a ça ou rien en gros. Parce que les cardiologues, aucun médicament n'a amélioré l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Donc les cardiologues, ils sont très très enthousiastes. Oh oui, ils sont même enthousiastes. Est-ce que ça va, la réponse? Presque. Un petit chouïa qui reste. Sans ça. Oui. Le monsieur qui était au départ, là. Il y avait un monsieur à gauche, là. Mais il y a un monsieur derrière. Ah ben, vous avez changé de côté? Je m'appelle Dr Charadi Fauzi, je suis gériatre et médecin diabétologue. Alors, à propos avec docteur Serge, vous avez parlé que le cardiologue ne diagnostiquait pas les insuffisances cardiaques. Maintenant, dans les derniers congrès de l'ESC, c'est-à-dire European Society of Cardiology, c'est date récemment de 3 mois, ils ont donné des recommandations comme quoi tout cardiologue doit dépister la fonction, c'est-à-dire l'insuffisance rénale, la maladie rénale chez les diabétiques. Moi, j'ai pas parlé de ça. C'est récemment, c'est récent. Non, mais j'ai pas parlé de ça. Moi, je crois pas. Je crois que c'est Lise qui a parlé. Moi, j'ai pas parlé d'insuffisance cardiaque. C'est Serge qui a parlé de ça. Ah. L'ESC, c'est très clair. L'ESC, ils ont dit que les cardiologues devaient dépister le diabète, déjà. Oui, devraient. Ça fait... C'est récent, c'est récent. Oui, je sais. Magnifique. J'ai rapporté l'ESC, donc je vois bien les recommandations. Donc, pour les cardiologues, dépister le diabète. Et pour les cardiologues, dépister la MRC, effectivement. Et pour les diabétologues, dépister l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, la fibrillation auriculaire aussi, parce que c'est beaucoup plus fréquent chez le patient qui vit avec un diabète. Et pour dépister l'insuffisance cardiaque, les recommandations, c'était bien sûr d'interroger le patient, mais bien sûr de l'examiner et après de doser effectivement les marqueurs, les peptides natriurétiques, BNP ou NT-proBNP. Mais effectivement, ça a été très important. En fait, ils ont beaucoup mis en évidence les relations néfastes, l'association de malfaiteurs entre le diabète, la maladie rénale chronique et les maladies cardiovasculaires. Et une question pour vous, s'il vous plaît, la dernière. Maintenant, d'après les recommandations, la finérenol est classée en classe A chez les diabétiques. 1A. Chez les cardiologues, 1A. La metformine est devenue en 2e classe. Oui, mais alors, effectivement, vous avez raison, mais ça, c'est un débat sans fin avec les cardiologues. Ils estiment que finalement, vous savez, ce qu'on démontre sur le bénéfice cardiovasculaire des patients, c'est récent. Ça vient de la rosiglitazone qui avait augmenté le nombre d'infarctus et la FDA et l'EMA on dit maintenant tous les médicaments antidiabétiques qui seront mis sur le marché doivent démontrer qu'ils sont sûrs sur le plan cardiovasculaire et c'est la raison pour laquelle on a imaginé ces grandes études de sécurité cardiovasculaire. À chaque fois c'est pareil, on compare la molécule au placebo et ce qu'on essaie de démontrer c'est que la molécule elle est aussi sûre que le placebo sur les événements. Pour la metformine, c'est un vieux médicament. Ces études n'étaient pas exigées, elles n'ont pas été faites, mais on a un certain nombre de renseignements sur la metformine. Indirect. On a des données du registre REACH, par exemple, chez les patients polyvasculaires. On a des grandes études en vraie vie
sur le fait que, et qui tendent à démontrer quand même que la metformine a un effet plutôt protecteur. Dans l'UKPDS, d'ailleurs, il y avait un petit groupe de patients diabétiques de type 2 obèses, 321 patients, et chez ces patients-là, la metformine réduisait les événements macro-angiopathiques, ce qui n'était pas le cas dans la première partie de l'étude globale. Donc on a des éléments indirects quand même qui nous disent que la metformine, même si on n'a pas une étude de sécurité cardiovasculaire dans les règles de l'art, elle est protectrice. Et surtout, l'autre argument, c'est que tous les patients des études de sécurité cardiovasculaire, en général, ils étaient sous metformine en traitement premier du diabète. Donc c'est vrai que c'est difficile. Maintenant, je sais qu'il y a une étude qui est sortie qui comparait les patients avec et sans metformine et ils ne trouvaient pas vraiment de différence. Mais les diabétologues sont très attachés à la metformine pour toutes les raisons que je vous ai citées. Mais vous avez raison, ils ont dit directement les cardio-néphroprotecteurs sans passer par la metformine. J'ajouterais juste un premier point, c'est qu'on fera jamais, il n'y aura jamais d'études avec la metformine. Quel est le laboratoire qui va faire ça? Il faut un labo derrière. Qui va mettre autant d'argent dans une étude pareille? Peut-être s'il y a des études, je dirais, quelque part éthiques, qui mettent de l'argent dans une étude pareille. Donc je pense qu'on aura du mal. Et puisque vous parlez des cardiologues et du fait qu'ils s'intéressent beaucoup au diabète maintenant, on est vraiment, vraiment content qu'ils ne leur fassent pas que des examens de dépistage, puisque c'était quand même le grand sujet. J'aimerais rappeler que les études montrent, certaines études montrent que les cardiologues ne font pas beaucoup la microalbuminurie. Ils ne la font pas beaucoup doser. Ils font le DFG parce que très souvent, ils craignent, d'une part pour les risques de décompensation d'insuffisance rénale aiguë, et d'autre part pour les adaptations thérapeutiques, bien entendu. Mais je crois vraiment qu'il y aurait à pousser tous les spécialistes qui rencontrent un diabétique à vérifier que la microalbuminurie est vraiment dosée. Car j'espère que je vous ai convaincu qu'elle a un effet additif en plus du DFG, mais que même elle est supérieure en termes de dépistage d'un certain nombre de risques de complications. Donc puisqu'on parlait des cardiologues, on pourrait dire la même chose, peut-être d'autres spécialistes, mais en fait les spécialistes qui s'intéressent au diabète, c'est les généralistes, les diabétologues, les cardiologues et les néphrologues. Mais les néphrologues, évidemment, ils le demanderaient, mais ils les voient beaucoup plus tard. Voilà. Alors voilà, monsieur. Merci, j'ai deux petites questions. Une pour Mme Lise Bourdier, à propos de la valeur ajoutée des antagonistes minéralocorticoïdes sur la pression artérielle et la kaliémie. Une deuxième question, lorsqu'on suivait des malades, ils faisaient des déclins de DFG, alors que la micro-albe est toujours normale. Pour la finérénone, la question, c'était par rapport au dyscaliémie, c'est ça? Pardon? C'était par rapport au dyscaliémie? Non, l'intérêt de la finérénone. La pression artérielle. Alors, l'intérêt de la finérénone, c'est, en fait, on vous a expliqué, là, pendant toutes ces présentations, que l'excrétion urinaire d'albumine anormale, elle est pathologique. Et donc l'intérêt de la finérénone, en fait, on veut, avec déjà nos bloqueurs du système rénine-angiotensine, réduire cette microalbuminurie. Avec les inhibiteurs du SGLT2, on la réduit encore. Et avec la finérénone, c'est pour ceux chez lesquels il persiste encore cette excrétion urinaire d'albumine, pour essayer encore de la réduire. Parce que quand elle est réduite, vous avez vu dans le tableau, on peut passer finalement d'une case à l'autre. Et quand on réduit cette excrétion urinaire d'albumine, on protège les patients. Donc l'effet est additif sur les bloqueurs du système rénine-angiotensine, l'effet est additif sur les inhibiteurs du SGLT2, et l'objectif final, c'est l'excrétion urinaire d'albumine, en fait, qu'il faut surveiller après. Il faut surveiller qu'on arrive à la réduire et à la normaliser. Et ça, c'est un très bon... Ça, c'est finalement... il y a quand même beaucoup de patients qui sont sous dose maximale de bloqueurs du système rénine-angiotensine, glyphosine, et qui ont encore une microalbuminurie qui n'est pas normale. Donc, la finérénone, elle va arriver là, quoi, pour réduire encore l'excrétion urinaire d'albumine. L'effet sur la pression artérielle est peu important, de la finérénone, très peu important. L'intérêt par rapport aux autres minéralocorticoïdes, c'est qu'il n'y a pas de... C'est du sabotage. Ça nous a fait peur. C'est qu'il y a pas les cardiologues qui ne sont pas contents. C'est les cardiologues qui ne sont pas contents.
Il n'y a pas d'effet secondaire du type gynécomastie comme avec l'aldactone, donc ça c'est important pour la tolérance des patients. Et vous avez raison de souligner que la kaliémie c'est un point particulier à surveiller parce que ça fait partie des effets secondaires. En fait, il y a des règles, c'est-à-dire qu'on va mesurer la kaliémie avant d'introduire la finérénone. On va introduire la finérénone à 10 ou 20 mg par jour selon le DFG, plus de 60, moins de 60, si la kaliémie est inférieure à 5 millimoles par litre. Un mois après, on va recontrôler le ionogramme et la kaliémie. Si on est entre 5 et 5,5, on continue. Par contre, si on est au-dessus de 5,5, s'il y a des signes électriques, et plus on se rapproche de 6 millimoles, là, on l'arrête, on recontrôle et on la réintroduit à dose ou un peu moindre dose. Voilà. Donc c'est très important de surveiller la kaliémie. Et petit point très intéressant, quand on met une glyphlosine et la finérénone, il y a moins d'hyperkaliémie. Donc c'est un élément important pour la tolérance de ce traitement. On devait normalement surveiller la kaliémie aussi à l'époque où on introduisait les ARA2 et les IEC. À l'époque, c'était une règle. Alors après, ça s'est un peu passé de mode, on dirait. Oui. J'avais une question pour les anciens traitements, donc pour les anciens diabétologues que nous sommes. Tu n'as pas parlé des lipides. Est-ce qu'ils apportent quelque chose du traitement des lipides, évidemment. On ne pouvait pas tout aborder. Je suis passé assez vite sur les statines, dont l'intérêt est majeur. Voilà, c'était la question. Cardiovasculaire. Alors les statines, elles ont souffert un peu du fait qu'à un moment, il y avait une controverse en disant que donner des statines, ça favorisait l'arrivée, la survenue d'un diabète de type 2, ce qui est vrai d'ailleurs, mais de façon tout à fait modeste. Quant à l'action sur le rein, certaines études ont montré qu'il y avait une petite amélioration de la fonction rénale. Mais enfin, c'est modeste, marginal. Ouais. C'est marginal. Mais par contre, tu t'en vas pas parce que finalement, ce qui est quand même intéressant, non, tu restes. Ce qui est quand même intéressant, c'est que toutes ces études, qui ont été des études formidables avec les SGLT2 et les GLP1, le rein, le cœur, etc., ont toutes été faites avec atteinte des objectifs glycémiques, lipidiques et tensionnels. Bien sûr. Il ne faut pas s'imaginer qu'il suffit d'ajouter à la fin du plat des épices pour que ça devienne bon tout à coup. Il ne faut quand même pas oublier que ces gens étaient parfaitement contrôlés, ce qui n'est pas du tout nécessairement le cas. Ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, parce qu'on finirait par oublier que c'est un ajout en plus comme ça, et que du coup, ça va marcher à tous les coups. Je crois qu'il faut se méfier de ça, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je pense. C'est pour ça que les statines, de toute façon, ont leur place, parce que c'est une prévention globale, quoi. Et dans Cadigo, il y a statine et aussi antiagrément plaquettaire. Non, c'est vrai qu'il faut rester les pieds sur terre et de dire que quand même le diabète, c'est quand même la glycémie et qu'il faut commencer par normaliser la glycémie par tous les moyens. Et puis après, on ajoute d'autres traitements. Mais pendant que tu es là, et puisque vous êtes en train de finaliser, vous allez m'envoyer d'ici 48 heures les nouvelles prises de position de la SFD. Il y a une phrase qui me heurte toujours un petit peu dans les prises de position, c'est vous mettez les SGLT2 pour protéger le rein, par exemple, ou protéger pour l'insuffisance cardiaque, ou les GLP1, parce qu'il y a une indication au-delà de la glycémie. Et donc, vous le faites quel que soit le taux d'hémoglobine glyquée. Ce qui est parfois entendu, peu importe le résultat de l'hémoglobine glyquée, ce qui n'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la différence. Ce qui veut dire, c'est que chez un patient qui a une insuffisance cardiaque ou une néphropathie diabétique, il faut d'abord que l'HbA1c soit au niveau, et quel que soit le niveau de l'HbA1c, même si l'HbA1c est parfaitement normalisé, on ajoute à ces nouveaux médicaments. Voilà. Mais il faut absolument normaliser la glycémie, parce que j'avais une petite altercation avec un cardiologue un petit peu, un peu psychorigide qui m'avait dit les diabétologues sont morts parce que normaliser la glycémie, ça ne sert à rien. Les gens ne mourront pas du cœur. J'aurais dit, mais oui, effectivement, ils ne mourront pas du cœur, mais ils seront amputés, aveugles et en dialyse. Donc voilà. Il y en a heureusement qui ne sont pas du tout de cet avis-là, effectivement. Il y avait d'autres questions. Il y avait monsieur là devant, monsieur ici, monsieur là. Donc allez-y, rapide, on va essayer d'aller plus vite. Si vous permettez, je vais juste rebondir à la question de l'insuffisance cardiaque. Ouais. Je pense que prendre en charge un diabétique qui a une insuffisance cardiaque, vu les difficultés que pose ce problème de santé,
c'est un problème pour lequel on ne peut pas faire marche arrière. On ne peut pas avoir quelqu'un qui est aujourd'hui insuffisant cardiaque, qui avec un traitement miraculeux va devenir subitement non insuffisant cardiaque. Donc du coup, voilà. Donc du coup, le critère d'hospitalisation, c'est un critère parce qu'en fait, voilà, on va réduire les complications de cette insuffisance cardiaque. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a des groupes insuffisants cardiaques et chez ceux-là, on évalue l'impact à travers les hospitalisations et d'autres qui ne le sont pas encore et à ce moment-là, on est en un stade préventif. C'est un commentaire important, voilà. Vous avez raison, oui, tout à fait. Je retourne à sans compter le coût de l'hospitalisation de l'insuffisance cardiaque. Ah bah c'est clair. Les cardiologues aussi estiment que le nombre d'hospitalisations cardiaques est un élément pronostic vital chez cette catégorie de patients. J'ai deux questions, si vous le permettez. Je suis toujours étonné de voir que de nouvelles molécules sont évaluées contre placebo dans des graphiques. Alors je ne sais pas comment ils arrivent à obtenir l'accord de la commission éthique. Voilà, donc quand on évalue l'impact... Voilà. Première question, parce qu'il va vous répondre tout de suite. Oui, c'est une très très bonne question. Pourquoi on met contre placebo? Parce qu'en fait, on traite le mieux possible les patients, de façon à normaliser le mieux possible leur glycémie et leur HbA1c. Et dans un bras, on met du placebo, et dans l'autre, on met l'autre molécule. Donc en fait, c'est parfaitement... En fait, on traite au mieux sans l'autre molécule. Voilà. En fait, c'est ça. On monte le traitement de l'un, et si on teste la molécule SGLT2 par exemple, si un SGLT2 est testé, ça va faire baisser la glycémie. Donc on sera obligé aussi d'ajuster l'autre bras, mais avec n'importe quoi, sauf avec un GLT2. C'est ça placebo, c'est pas placebo qu'on leur donne. C'est complètement différent des études antérieures, où on faisait, dans les études que je vous ai montrées, qui datent des années d'il y a 30 ans, où là on utilisait des médicaments versus placebo. Ouais. Mais maintenant, c'est plus possible de faire ça. C'est depuis 2008, c'est ce qui a été demandé par l'ADA et l'IMIA. Tout à fait. Depuis 2008, là, oui, la FDA et le MEA, oui, tout à fait. Depuis l'affaire rosiglitazone, qui était là. Voilà. Alors, la deuxième question, elle est encore plus courte. C'est est-ce qu'on pourrait imaginer dans un protocole ou dans un schéma thérapeutique une association entre SGLT2 et analogue GLP1 et inhibiteur des DPP4 chez le même patient? Alors, si oui, alors quel avantage? Sinon, pour quelle raison? Alors, l'association GLP1 DPP4, c'est inutile. Parce qu'en fait, c'est le même mécanisme et le DPP4 est beaucoup moins efficace que le GLP1, donc on n'apporte rien et ça coûte cher et ça n'a aucun intérêt. Par contre, l'association GLP1-SGLT2 est probablement très intéressante, notamment sur le plan glycémique, mais aussi pour la protection cardio-rénale. Alors, en France, en principe, ce n'est pas remboursé, non. Mais on est amené quand même à détourner un petit peu la situation, parce que si un patient diabétique de type 2 est sous analogue du GLP1 et qu'il est insuffisant cardiaque, à ce moment-là, on est tout à fait autorisé à rajouter. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est qu'on est en France et qu'on ne suit pas les règles. Non, c'est justement la question se pose parce que quand on remarque un peu les présentations des analogues GLP1, il y a plusieurs dosages qui ne sont pas tout le temps bien tolérés. Donc, la conceptualisation est basée sur ce principe. On part sur les traitements de la glycémie. On peut en reparler demain, par exemple. Mais juste une chose. Donc, quand vous mettez un DPP4, vous rehaussez les taux endogènes au maximum de ce qu'une personne va pouvoir faire de GLP1. Quand vous donnez même du liraglutide, qui n'est pas du tout le plus puissant, mais d'autres encore plus puissants, vous arrivez à avoir des effets, des équivalents de doses de GLP1 qui sont 5, 10, 20, c'est considérablement augmenté. Ça dépend lesquels. On connaissait surtout avec le Lira, on multipliait par 6, hein, c'est ça. Par 6 le taux endogène. C'est pour ça que si vous voulez, a priori, après c'est pas si simple parce qu'il ne vient pas du même endroit, on peut imaginer. Je crois qu'il n'y a pas d'études qui soient penchées là-dessus, hein, je ne pense pas. Mais on part du principe que ça ne sert à rien. Alors, monsieur. Ah, il y a un monsieur au fond aussi. Allez-y devant, et on va vite. Oui, voilà. Lors d'une prise en charge d'un pied diabétique sous inhibiteur de la SGLT2, est-ce qu'il est préférable de passer à l'insuline pour
voir et pour éviter cette ambiguïté de l'augmentation de cette molécule avec les risques d'amputation du pied diabétique. Alors, effectivement, comme l'a dit Lise Bordier, tout ça vient d'une étude qui s'appelle l'étude Canvas et qui a montré, c'est la seule étude qui a montré ça, et ça n'a pas été retrouvé après, avec la canagliflozine d'ailleurs, une augmentation des amputations, et d'ailleurs des amputations distales avec ces médicaments. Alors de ce fait, l'étude a été interrompue en France et la canagliflozine n'a pas été commercialisée, mais elle va peut-être l'être là par un autre laboratoire qui devrait la mettre sur le marché. C'est une molécule qui était très intéressante, notamment sur le plan rénal. Et qui est au Maroc? Comment? Qui est au Maroc. Vous avez les 3, je crois. C'est ça? Non? On m'a dit 3 hier. Vous n'êtes pas dans la même région, alors c'est pas possible. C'est 2 ou 3? Non, 2. La DAPA et l'AMPA? Moi, on m'a dit la Cana hier. Ouais, bon. C'est pour me piéger. Tout ça pour dire que nous, en France, on est extrêmement précautionneux, on a peur des procès, etc. Donc, pour mettre ceinture et bretelles, on a dit, pour les autres molécules qui n'ont jamais montré de risque sur le plan des pieds, ouais, d'être prudent et finalement de ne pas le donner en cas d'artériopathie des membres inférieurs. Donc, on a une certaine prudence, mais voilà, est-ce que c'est justifié? C'est pas sûr. Oui, non, mais tout à fait. Et puis on pourrait presque dire que y a des labos qui ont surtout joué le marché européen et un labo qui a surtout joué le marché américain. Enfin, ça se joue parfois aussi comme ça un peu. Voilà. Je crois qu'il y avait. On a fini. Moi, j'avais là quelqu'un qui a un micro avec le bras en l'air. Ça me fait mal au cœur. Je pense qu'on donnera une dernière question à M. Benjeloun. Si vous le permettez bien. C'est une question que je pose au professeur Lise Bordier concernant une étude actuellement qui est portée sur une triple association avec un analogue du GLP-1, du GIP et du glucagon. Est-ce que vous avez des nouvelles concernant cette étude et l'avantage qu'elle pourrait apporter dans la prise en charge du traitement du diabète de type 2 de façon générale et dans la protection cardiovasculaire et rénale? Merci beaucoup. Question courte, réponse courte. Alors, j'ai pas les résultats là à vous montrer, mais c'est extrêmement prometteur, c'est très puissant et voilà, on en espère beaucoup. Mais avant d'avoir les triples agonistes, on attend déjà le double agoniste et déjà quand on l'aura, on sera bien content. Donc, j'ai pas les résultats à vous montrer là. Merci. Je peux juste rappeler une petite chose, hein, c'est que la glycémie, ça compte beaucoup quand même. Hein. Ne l'oublions pas. Et n'oublions pas non plus que j'avais cité tout à l'heure une Italienne qui est une vedette de la néphropathie, qui s'appelle Paola Fioretto, avait montré par des biopsies successives que chez des diabétiques de type 1 qui avaient des reins au stade absolument terminal pratiquement, qui ont eu une greffe uniquement de pancréas, à ce moment-là, sur 10 ans, on a vu toutes les lésions de l'atteinte que nous a montré brillamment Louis Monnier, toutes ont régressé. Toutes. C'est-à-dire que dans ce cas, ce n'est pas le type 2, je suis d'accord, mais n'oublions pas que bien prendre en charge tôt et utiliser les bons médicaments, et quand il y a des facteurs de risque, traiter les facteurs de risque et ajouter certaines molécules ensuite, ça marche. Et sinon, je pense qu'on va se retrouver avec des escalades de pluriassociations thérapeutiques. Je pense que c'est formidable, mais je voulais ramener un peu, comme on dit en France, on dit mettre l'église au milieu du village, quoi. Ça s'appelle comme ça. Bon, encore personnellement, mais enfin bon. Toujours est-il que, ce que je voudrais rappeler, parce que Bernard Baudusseau, dans sa présentation, a rappelé des fondamentaux que j'avais peut-être pas assez dit, c'est que c'est une maladie silencieuse et que sans les dosages, on voit pratiquement rien. C'est ce que tu as beaucoup dit. Et c'est ce qu'a expliqué Louis Monnier. Et je pense qu'on pourra peut-être reprendre quelques questions de synthèse demain.